WeDoBiz, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, Créer. partagent sur WeDoBiz. WeDoBiz. Bonjour, c'est Lionel Kaplan, vous êtes sur WeDoBiz, émission Les acteurs de l'innovation et aujourd'hui on va parler du crowdfunding. Ça tombe bien, en ce mois de décembre, il y a les assises du financement participatif à Paris et dans ce cadre-là, nous accueillons 3 personnalités dans 3 secteurs différents. On a d'abord un représentant de plateforme de crowdfunding, Benoît Bazocchi de Smart Angels. Bonjour Benoît. Bonjour. On a également Sébastien Robineau qui est avocat chez Homer Avocat. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et en duplex depuis Lyon, on a Mathieu Blanco qui a lancé les tartinades. Bonjour Mathieu. Allô ? Oui. Ah oui, c'était Mathieu qui disait bonjour, effectivement, en duplex. Voilà, on va essayer de s'habituer au duplex. Donc les tartinades, qui est une pâte à tartiner à effectuer soi-même, c'est bien ça ? Exactement. Le principe, c'est quoi ? C'est des petits sachets ? C'est un tout petit sachet avec de la poudre et plein de bonnes choses dedans. Et il y a juste en fait à faire chauffer un tout petit peu de lait, mais vraiment un tout petit peu, à rajouter le sachet. Et en 30 secondes, ça se transforme en une pâte à tartiner très différente que celle qu'on peut trouver en magasin. Que le leader que tout le monde connaît et qui régale Tous ces dérivés. les enfants, mais la vôtre est bien plus saine, on en est persuadé. Alors on va raconter un petit peu votre aventure parce que vous êtes passé par une plateforme de crowdfunding, mais avant ça, on va démarrer pour essayer de définir un petit peu ce que c'est que le crowdfunding parce qu'il y a tout un tas de genres différents de crowdfunding. Je vois par exemple une étude qui vient de sortir qui me parle de dons, d'investissement en capital. Est-ce que on va donner la parole à Smart Angels, tiens, avec Benoît. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes formes de crowdfunding qui existent ? Oui, bah alors très simplement, on sépare souvent en France le crowdfunding en 3 grandes catégories, 3 grands segments qui sont le don contre contrepartie. Donc vous pouvez donner pour soutenir un projet. En contrepartie de quoi vous recevez souvent un produit. Ça, c'est la première catégorie. Donc, vous avez en France des plateformes comme KissKissBankBank, Ulule ou My Major Company. La deuxième catégorie, c'est le prêt. Donc, le prêt entre particuliers ou le prêt à des entreprises. Alors ça, c'est un segment qui est très dynamique dans les pays anglo-saxons pour des raisons réglementaires, qui vient d'être ouvert avec la nouvelle réglementation depuis le 1er octobre et la première brèche dans le monopole bancaire en France. Et puis, la troisième catégorie, c'est l'investissement en capital. C'est-à-dire que directement sur les plateformes de crowdfunding, vous pouvez devenir actionnaire de start-up ou de PME. Et vous êtes spécialisé donc dans quel type de crowdfunding avec Smart Angels ? Alors avec Smart Angels, historiquement, on est positionné sur l'investissement en capital, c'est-à-dire qu'on présente des entreprises start-up, PME de croissance à des investisseurs qui peuvent investir en direct sur Internet, devenir actionnaire de ces entreprises. Et puis on vient d'annoncer qu'on diversifiait notre offre vers le prêt, c'est-à-dire que désormais, en plus de pouvoir investir au capital de ces entreprises, vous allez pouvoir leur prêter de l'argent. Il y a un taux, je suppose, il est fixé par la plateforme ou c'est les particuliers eux-mêmes ou les investisseurs qui fixent le taux ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, le taux est fixé effectivement en fonction de grilles d'analyse qui ont été construites en interne avec des spécialistes de l'analyse financière, ce qu'on appelle le scoring de crédit. Et ce taux est compris entre 6 et 12% de rentabilité annuelle. D'accord, donc on comprend bien, le crowdfunding, c'est pour le lancement ou le développement d'entreprises, quelle que soit la taille en fait, ça concerne tout type d'entreprise. Qui veut intervient ? Oui, Sébastien Robineau ? Oui, bien sûr. Ça permet à tout type d'entreprise de pouvoir lever des fonds auprès du public, tant que, s'agissant notamment d'investissement en capital, que la société n'est pas suffisamment importante pour être cotée, par exemple, sur une bourse. Quand on est coté à la Bourse de Paris, on ne peut plus faire appel au crowdfunding, puisque le crowdfunding est un moyen de collecte d'argent auprès du grand public, et la bourse est un autre moyen pour le faire. Donc l'un est exclusif de l'autre. Mais sinon, effectivement, tout type de structure naissante, société naissante, à structure déjà bien établie, bien sûr. D'accord, alors ça a quand même une connotation très start-up, crowdfunding. On a une start-up donc, en duplex qui est représentée aujourd'hui par Mathieu Blanco, qui a lancé, comme je l'ai dit en début d'émission, les tartinades. Alors j'aimerais avoir un petit peu le témoignage de Mathieu. Vous avez lancé les tartinades il y a combien de temps déjà maintenant ? C'est tout récent. La société, on l'a créée en avril de cette année. Ouais. Alors, comment vous avez fait vous êtes passé par une plateforme de crowdfunding, KissKissBankBank. Comment ça s'est passé pour s'organiser déjà, pour proposer votre projet ? Quelle a été la démarche ? Avant de le mettre, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a d'abord créé la société, on a d'abord lancé le produit.
Et en fait, ça a tellement bien fonctionné qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, les gens sont prêts à... Enfin, notre communauté qu'on a sur Facebook et sur Twitter, elle est prête à nous donner un petit coup de pouce en l'échange de produits. Et nous, ça nous permettrait comment dire, d'aller beaucoup plus rapidement dans notre développement pour acheter des petites machines qui nous font gagner du temps, pour produire plus, etc. Donc du coup, la société, on l'a créée en avril et je crois qu'on a mis le projet en ligne en mai ou en juin. Très peu de temps après, finalement. Donc un mois et demi plus tard, Ouais. on s'est inscrit sur KissKissBankBank. On avait le choix avec Ulule aussi. Ça s'est fait un petit peu comme ça. On a dit bon, je connais quelques personnes qui sont là-bas, des connaissances, donc je me suis dit bon, je vais aller là-bas. Et puis après, il suffit de suivre les différentes étapes. Donc là, ça devient, comment dire, il y a du boulot. Ouais, quel type de boulot du boulot, c'est du écrire marketing, son c'est quoi? projet, il faut écrire pourquoi on le fait, à quoi va servir l'argent. Il faut imaginer toutes les contreparties en nature possibles qui permettent de rendre attrayant le projet pour ceux qui y participent. Et après, il faut, si on a le temps, faire une vidéo qui explique le produit, qui présente les personnes qui sont dans le projet. Et après, c'est tout un travail de communication et d'engagement autour du projet pour trouver une adhérence face au public. Donc c'est un vrai travail de séduction du public. Ouais. Là, si on a bien compris, en fait, ils vous donnent de l'argent, ils investissent en fait sur votre entreprise, mais en échange, vous leur offrez des échantillons, des tartinades. Des produits, Quelle était la etc. En contrepartie? fonction du montant, la personne qui va juste donner quelques euros, eh ben, c'est super parce que quelques euros plus quelques euros plus quelques euros, ça fait une grosse somme. Donc du coup, la personne qui va donner que quelques euros, elle va avoir son nom sur le site et sur un des emballages, dans une partie où on a fait voilà toutes les personnes qui ont donné. La personne qui va donner plus, elle va avoir un sachet, elle va avoir un produit complet dans sa boîte aux lettres. Et les personnes qui vont donner beaucoup plus, ils vont avoir un sac, des autocollants, etc., etc., jusqu'à des personnes qui ont donné vraiment beaucoup, où elles, carrément, elles vont recevoir un coffret avec une pâte à tartiner qui vont être, comment dire, dont la saveur va être réalisée en fonction de leurs envies. C'est-à-dire une pâte à tartiner qui n'existe pas dans notre gamme de produits qu'on va fabriquer spécialement pour eux. D'accord, donc des produits spécifiques pour motiver un petit peu les gens, ou plutôt pour acquérir des investisseurs. Est-ce que vous êtes obligé quand même de faire votre propre communication en dehors de la plateforme, ou est-ce que la plateforme se suffit à elle-même? Non, il faut. D'ailleurs, ils le disent même. Je crois dans le guide qui, au moment où on fait, je veux créer un projet, on a tout un guide avec différentes étapes et ils le disent tout de suite que la grosse partie des gens qui vont donner, ça va être l'entourage familial et amical. Ensuite, on va avoir les amis d'amis et ensuite seulement si le projet, comment dire. Si on voit que le projet va atteindre l'objectif, c'est là où on commence à avoir des gens qui passaient par là par hasard. Mais on va D'accord. dire vraiment le noyau du projet, je sais pas, les 60-70% des gens qui vont donner, ça va être des gens qui sont soit intéressés ou qui vous suivent depuis longtemps. Donc c'est votre réseau social en fait. Ouais. C'est une façon de mobiliser votre réseau social. Est-ce que vous confirmez, Benoît, Smart Angels, est-ce que ça se passe aussi comme ça sur votre plateforme qui est sur un modèle différent, qui est plus sur, vous l'avez dit, donc de l'investissement en capital, ou est-ce que on peut atteindre d'autres publics que le réseau social direct? Alors, il y a des petites différences, hein. Mais néanmoins, ce qui vient d'être expliqué sur ce projet et qui a recouru au crowdfunding don contre don, et ben finalement, c'est commun à l'ensemble du crowdfunding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre un projet en ligne, ça ne suffit pas à attirer des donateurs ou des investisseurs. C'est-à-dire qu'il faut forcément une forte implication du porteur de projet. Et ça, c'est vrai évidemment sur les projets de dons, avec des milliers de projets qui sont sur les plateformes, qui vont d'abord aller chercher leur entourage, mais c'est vrai aussi sur les projets d'entreprise qui vont aller chercher des fonds plus importants pour aller chercher des actionnaires. Il va falloir que l'entrepreneur se mobilise, active son réseau, mette en place des actions de communication. Maintenant, il y a une différence, c'est que quand on cherche des fonds sur une plateforme d'investissement ou sur une plateforme de prêt, on va s'adresser aussi à des épargnants, c'est-à-dire des gens qui vont regarder les projets avec un peu moins d'affect et une optique un peu plus de gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'ils vont investir. Il y a toujours la dimension affinitaire, mais on doit prendre en compte que les investisseurs vont chercher effectivement un rendement ou une plus-value. D'accord,
Donc Oui. là, il y a plus de recherche de profit. Alors justement, on parle de profit, on parle de transactions, je dirais, hein, on parle d'argent, tout simplement. Et là, je me tourne vers l'avocat. Cette année, il y a eu quand même deux petites révolutions, si je puis dire, enfin deux textes qui sont sortis sous l'impulsion de Fleur Pellerin Tout à fait. pour un petit peu encadrer tout ça. Est-ce que ça a donné des contraintes supplémentaires ou au contraire, est-ce que ça, comment dire, est-ce que ça a nettoyé un petit peu le marché ou donner quelques assurances aux investisseurs ou même aux startups ou aux PME, TPE qui veulent passer par ces plateformes? Alors effectivement, nous avons deux textes nouveaux cette année, une ordonnance du mois de mai et un décret d'application du mois de septembre. Le décret est entré en vigueur au 1er octobre. Ces textes sont, à mon sens, formidables, car ils ont vocation à rassurer les investisseurs, en ce sens qu'ils imposent des contraintes aux plateformes de crowdfunding, des contraintes réglementaires qui, en fait, permettent de rassurer, car on sait qu'une plateforme aujourd'hui n'est pas mise en place, n'est pas mise en ligne par n'importe qui. On vérifie l'honorabilité des dirigeants, leurs compétences. Donc on sait que les chefs d'entreprise qui mettent en place ces plateformes ont la qualité, les qualités pour aller chercher cette collecte d'épargne. On sait également qu'ils sont soumis au contrôle de l'autorité, l'AMF, donc celle qui aujourd'hui est le garant de la place boursière de Paris. Et donc s'il y avait un dérapage dans le fonctionnement de la plateforme, on sait qu'il serait sanctionné. Et donc dans ce cas-là, quand on est investisseur, on peut avoir confiance dans ces plateformes, car on sait que leur métier est totalement encadré et sous contrôle. Donc ce qui permet effectivement de se libérer de quelques euros pour devenir actionnaire de telle ou telle entreprise. Et pour rebondir sur ce que disait Benoît tout à l'heure sur le premier cercle, en fait on parle de ce qu'on appelle du love money. Et c'est vrai que le love money, c'est les amis, la famille qui croient dans le projet, qui participent à travers la plateforme et qui donnent du coup le sentiment aux autres investisseurs que ce projet, ma foi, intéresse, est viable. Et donc, c'est effectivement un vrai fonds d'amorçage, en quelque sorte. En fait, on essaie de faire un petit peu le buzz à partir de son propre réseau social et de d'étendre en dehors du réseau social. Parce que sinon, on pourrait directement contacter ses amis, sa famille. Et... Oui, on pourrait, effectivement. Mais le problème du Love Money, c'est que le cercle est restreint. Et donc, les fonds, aujourd'hui, sur un site, sur une plateforme de crowdfunding, on peut lever jusqu'à 1 million d'euros par projet. Quand vous dites on peut lever jusqu'à 1 million, c'est ce qu'on constate ou c'est dans la loi? C'est dans la loi. C'est l'ordonnance et son décret qui fixe le plafond par projet sur 12 mois à 1 million d'euros. D'accord. On n'a pas tous dans sa famille des personnes qui ont 1 million d'euros investis dans un projet d'entreprise. Donc effectivement, ça s'impose. Donc il faut essayer d'étendre au maximum les investisseurs. J'ai vu... qui connaît ici Becherel Tamer, le blog? Très bien. Benoît. Vous connaissez pas? Pas tous. Alors je vais expliquer très rapidement. En fait, c'est un jeune homme qui a lancé un blog, Becherel Tamer, où il fait un petit peu le florilège des meilleures fautes d'orthographe, enfin les plus décalées, on va dire, du net. Et au début, il s'amusait un petit peu à insulter ceux qui faisaient des fautes d'orthographe. Et puis, il y a eu des pourparlers, je crois, avec Becherel. Mais là, il va lancer sa web TV. Il va passer par une plateforme de crowdfunding pour lever les fonds. Et j'étais étonné parce qu'il a fait la ventilation en fait par rapport à la somme qu'il demande, où va cet argent. Et je vois qu'il y a la TVA qui est comptée. Vous confirmez? En fait, la TVA, si je lève 10 000 euros, en fait, il y a 2 000 euros qui passent en TVA? Alors ça, c'est effectivement un des sujets sur la partie don contre contrepartie. C'est-à-dire quand vous levez des fonds en capital, il n'y a pas de TVA sur l'augmentation de capital. Ouais. De la même manière, quand vous empruntez de l'argent, il n'y a pas de TVA. C'est le droit, je dirais, classique qui s'applique. Il n'y a pas de spécificité aux plateformes de crowdfunding. En revanche, quand vous êtes sur des plateformes de dons contre contrepartie, on va considérer que vous vendez quelque chose. C'est-à-dire que finalement, les gens vont vous donner de l'argent, mais en échange, il y a cette contrepartie. Et donc, on peut considérer... Quel que soit le type de contrepartie? Non, ça dépend. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Il y a la valeur. Est-ce que la valeur de ce que vous allez donner en contrepartie est équivalente au montant qu'on vous a donné? Et là, il y a des règles qui sont des règles fiscales qui vont s'appliquer. Dans certains cas, on va considérer que non. Et dans certains autres cas, on va considérer que c'est de la vente. Et sur la vente, effectivement, il peut y avoir à payer de la TVA. Mathieu, est-ce que vous avez dû rétroverser la TVA sur les dons? J'étais en train de me poser la question. Oui, il y a une facture qui a été émise avec un montant hors taxe et la TVA. Mais comme on est en SAS, le comptable a dû
a dû s'en arranger, mais effectivement, sur le reçu, à la fin de la collecte, effectivement, il y avait un montant hors taxe et une TVA. Donc, effectivement, si la personne qui fait ça, elle n'est pas en société, ouais, ouais, ouais. Elle va la D'accord. payer et elle va Donc, il faut pas faire pouvoir, attention à ce paramètre, Oui, tout à fait. confirmation de Effectivement, Sébastien puisqu'en Robineau. fait, il n'y a pas de TVA lorsqu'il y a remise d'un échantillon. Dès lors qu'on dépasse l'échantillon, l'administration fiscale considère qu'il y a une vente. D'accord, donc ça c'est intéressant, hein, parce que moi j'ignorais avant d'avoir vu cette levée de fonds enfin cette tentative pour le moment de levée de fonds de Becherel Tamer, hein, le fameux blog. Donc on a vu un petit peu aussi comment la loi protégeait les investisseurs. J'ai une question par rapport, on va dire, à tous les aspects organisation. Une fois qu'on a levé les fonds, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, une fois que la plateforme nous dit c'est bon, vous avez atteint le seuil minimum, qu'est-ce qui se passe? Directement, on reçoit l'argent sur son compte en banque ou est-ce qu'il y a C'est pas des... si simple. C'est pas aussi simple. Non, c'est pas si simple. Notamment quand on est sur une opération d'augmentation de capital, la plateforme va permettre la collecte des fonds. Les fonds sont bloqués sur un compte. Une fois que le plafond est atteint, on va pouvoir réaliser réellement l'augmentation de capital. Donc là, il y a du juridique, hein, il y a une assemblée, il faut réunir ses associés, ses actionnaires, décider du montant de l'augmentation de capital. Et une fois que tout ça s'est fait, effectivement, les fonds sont libérés sur le compte de l'entreprise. C'est un peu schématique ce que je viens de dire, mais c'est effectivement comme ça que ça va se dérouler. D'accord, C'est pas donc aussi c'est simple. pas, Non. on reçoit pas juste comme On ça reçoit pas d'un un coup de chèque, baguette tiens, magique, bon. un chèque, comme si on avait gagné au loto. J'avais une autre question. Les banques, les investisseurs traditionnels, comment ils voient un petit peu ces plateformes de crowdfunding? Les banques, par exemple, elles doivent un petit peu serrer les dents. Pas tant que ça. Je suis pas bien sûr qu'elles serrent les dents. En définitive, elles sont à l'écoute, elles regardent ce qui se passe et certaines s'offriront des plateformes qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, comme le disait très bien Benoît tout à l'heure, cette ordonnance et ce décret d'application sont venus battre en brèche le monopole bancaire, puisqu'en France, jusqu'à cette loi, ne pouvait prêter de l'argent qu'une banque. Point. Sinon, c'était une infraction. Responsabilité civile et responsabilité pénale. On a mis fin à ce monopole grâce à ces plateformes de crowdfunding. Naturellement, les banques, elles pourraient ne pas le voir d'un très bon œil, mais elles savent aussi que c'est une façon différente de faire leur métier. Donc progressivement, on verra de très belles plateformes filer sous le giron de telle ou telle grande banque française, c'est sûr. Oui, puis d'ailleurs, quand on regarde KissKissBankBank, ils sont déjà affiliés à la Banque Postale, il y a le logo partout, il y a une sélection qui passe, il y a des sélections de projets qui sont, comment dire, qui sont un peu aidés par la Banque Postale directement, donc qui sont déjà un petit peu dans le système. Ils s'intéressent déjà à ce système, ils sont Ouais. même parfois impliqués dedans. Mais Ce pour matin- être très franc, sur le terrain, moi, quand je suis arrivé, comme on a dû créer le compte en banque dans une banque de quartier, forcément, pour le chéquier, la carte bleue, quand les 10 000 euros sont arrivés sur le compte et que j'ai dit oui, c'est un crowdfunding qu'on a fait sur Internet. Personne dans l'agence n'avait entendu ce mot. Ah oui, donc mais pourtant, Donc- pourtant on a des chiffres là, hein, il y a une étude qui vient de sortir, 56% des Français connaissent le crowdfunding, savent de quoi il s'agit. Moi j'étais assez étonné par ce chiffre, est-ce que ça vous étonne là autour de la table ou Faut, même faut regarder Mathieu? la source. La source du c'est sondage. c'est une agence d'études marketing qui s'appelle AdWise qui a sorti ça aujourd'hui. Je sais pas donc, si on le fait sur Internet, peut-être. Après, si Non, on va voir les c'est gens dans la 2000 rue, personnes qui représentent. C'est vraiment une vraie étude sur 2000 personnes représentatives de la population française. Et c'est vrai, moi-même, j'étais étonné, quoi. 56%, ça me paraît énorme. Et Le chiffre 7% est des Français auraient déjà pratiqué le crowdfunding. Je suis d'accord avec vous, le chiffre est énorme, mais je ne suis pas si surpris que ça. En fait, on en a vraiment beaucoup parlé. C'est quand même une révolution dans le mode du financement des entreprises en France. Et on en a parlé comme tel, ça a été présenté comme tel par le ministre de l'époque lorsque le projet est sorti. Je ne suis pas surpris. Très honnêtement, la presse économique et financière parle régulièrement de ce sujet. Les articles tombent très fréquemment. Je suis pas surpris. Benoît, Smart Angels, est-ce que ça vous surprend ce chiffre vous sentez en tant que plateforme un engouement autour du crowdfunding? Alors on sent clairement un engouement, hein, et puis il ne faut pas oublier que quand on parle de crowdfunding, on parle aussi du don contre contrepartie avec des plateformes pionnières hein, comme My Major Company qui était là très tôt, et ça fait depuis 2007, ça commence à faire des années qu'on en parle, et comme on le disait, il y a des dizaines de milliers de projets qui sont passés par ces plateformes, qui vont aller faire de la communication, chercher leur cercle de proches, etc. Donc ce chiffre est tout à fait vraisemblable. Ouais.
Très bien, je pense qu'on est arrivé au terme de cette émission. Je vous remercie, messieurs, de vos témoignages. C'était les acteurs de l'innovation donc sur WeDoBiz. Et je vous dis, comme d'habitude, de garder un œil neuf. À très bientôt.